Ce projet provoque aussitôt les plus grandes manifestations de ces dernières années en Espagne. Il a été décidé au plus haut niveau, sans même que les régions concernées soient consultées. La réaction sociale était donc logique et n'a surpris personne. Les manifestants avaient deux revendications. Premièrement, qu'on leur garantisse le développement économique de la vallée de l'Èbre. Deuxièmement, la possibilité de participer aux prises de décision sur l'avenir de l'Èbre. Les manifestants ne veulent pas que leur Èbre serve à irriguer les légumes et les terrains de Golfe du Sud. En 2004, faisant fi des manifestants, le Premier ministre de l'époque, José María Aznar, donne le feu vert pour la construction. L'année suivante, il perd les élections législatives. Dès son premier jour au pouvoir, le nouveau gouvernement annule le projet. Pour résoudre cet énorme problème national, il parie sur de plus grandes économies d'eau et le dessalement de l'eau de mer. Pour les représentants des gouvernements du Sud, l'État a cédé face aux intérêts des régions riches en eau. D'après eux, ce projet ne pourra jamais fournir toute l'eau nécessaire et coûtera trop cher. Les habitants de la côte nord-ouest peuvent célébrer le fait qu'il ne manque pas d'eau. Mais ils devraient se méfier. À l'origine, cette fête annuelle était destinée à implorer la pluie après une longue sécheresse. Les régions espagnoles pauvres en eau exigeront des actions plus fermes de la part de Madrid. Les habitants du Sud maintiennent qu'en tant qu'Espagnols, ils ont autant droit à l'eau du pays que ceux du Nord. De leur côté, les régions riches en eau exigeront une plus grande autonomie si Madrid adopte une politique de redistribution obligatoire des ressources hydriques. Les droits d'accès à l'eau vont provoquer des tensions internes dans un nombre croissant de pays. La hausse de la demande et les changements de répartition des précipitations rendent cette situation inévitable. Les conflits autour de l'eau existent aussi entre différents États. Nous remontons le Nil, le plus long fleuve du monde. Il traverse 10 pays et 3 zones climatiques. En 2050, 690 millions de personnes vivront dans le bassin du Nil. Les besoins en eau augmenteront partout et dépasseront la quantité que le fleuve peut fournir. Les lacs peu profonds qui constituent les sources du Nil sont eux aussi très sensibles au changement climatique. En 1959, l'Égypte et le Soudan voisins signent un traité par lequel ils se partagent toute l'eau du fleuve. Problème, le Nil traverse 8 autres pays avant même d'atteindre le Soudan ou l'Égypte. Pour différentes raisons, aucun de ces pays n'exploite encore réellement ce fleuve. Mais tout ça va changer, car ils ont maintenant les moyens et l'intention de ponctionner l'eau du Nil. L'Égypte est extrêmement dépendante du Nil. Près de la moitié de ses 80 millions d'habitants, qui seront 150 millions dans quelques décennies, vit aux abords du fleuve. L'Égypte est devenue une superpuissance régionale grâce à son usage intensif des eaux du Nil depuis des millénaires. Son avenir dépend des 2 tiers de l'eau du fleuve qui lui sont alloués.
Et cette dépendance ne cesse de s'accroître. L'eau est maintenant pompée pour aller alimenter le Sahara et réduire la pression démographique de la vallée du Nil. Le but est de créer des villes dans le désert pour des millions de personnes. D'autres pays du bassin du Nil nous ont demandé « Où trouverez-vous l'eau nécessaire à ce grand projet ?» Nous devons convaincre nos voisins que nous n'utiliserons pas plus d'eau qu'actuellement et que nous l'utiliserons avec plus d'efficacité. Nous sommes conscients des besoins en eau des autres pays du bassin du Nil. Pour diverses raisons, ils n'ont pas pu se développer plus tôt, mais nous devons les y aider. Et eux doivent nous aider à construire l'avenir. L'Égypte est dans une position stratégique mais vulnérable. Sa source d'approvisionnement en eau traverse 9 pays avant elle. Son seul espoir, améliorer la coopération avec ces pays et faire en sorte que des conflits d'intérêts ne les poussent pas à faire front uni contre elle. Le Soudan est le plus grand pays d'Afrique. Il fait près de 3 fois la taille de l'Égypte. Le traité signé en 1959 accorde au Soudan environ un tiers des eaux allouées à l'Égypte. Mais depuis de nombreuses années, guerre civile et économie en ruine empêchent ce pays de tirer profit de sa part. Nous sommes au confluent du Nil bleu et du Nil blanc. Le Nil bleu vient d'Éthiopie et le Nil blanc du cœur de l'Afrique. Le Soudan a bien l'intention de tirer profit de sa position centrale dans cet immense bassin fluvial. La découverte de gros gisements de pétrole et une plus grande stabilité politique rendent cela plus envisageable. Khartoum, la capitale, se modernise sous l'œil vigilant du régime islamiste. Le Soudan ambitionne tout simplement de devenir le grenier à grains du monde arabe. Son potentiel est énorme. Plus de 10 millions d'hectares de terres cultivables, mais qui manquent cruellement d'eau. 16% seulement sont irrigués. Concernant l'irrigation, nous n'utilisons toujours pas la totalité des eaux du Nil qui nous sont allouées par l'accord avec l'Égypte. Certains projets d'irrigation nécessiteraient 10 milliards de mètres cubes de plus par an que ne l'autorise le traité. Avec l'aide de la Chine, le Soudan construit actuellement un énorme barrage sur le Nil, juste avant la frontière égyptienne. Pour les autorités soudanaises, le barrage de Merowe est le plus grand projet de développement du pays. Il pourra produire 1250 mégawatts, ce qui est énorme. Notre développement industriel et agricole en sera grandement stimulé. À long terme, ce projet est inquiétant pour l'Égypte. Un barrage capable de retenir les eaux du fleuve réduit sa capacité à maîtriser sa plus importante ressource naturelle. Nous voici sur la rive d'une des sources du Nil bleu, le lac Tana, en Éthiopie. La fête du Timkat a lieu chaque année. Des milliers de pèlerins s'y font baptiser pour commémorer le baptême de Jésus.
Au soleil levant, le prêtre bénit l'or bleu du pays. Devant ces fidèles venus se faire baptiser, je me dis que cette eau aura besoin de plus qu'une bénédiction pour ne pas devenir la source d'un conflit international ou d'une guerre. L'Éthiopie est le château d'eau du Nil. Près de 90% de ces eaux proviennent de ce pays. Pourtant, seul 1% de ces terres sont irriguées. Et son immense potentiel hydroélectrique n'est pas exploité. La population éthiopienne dépasse déjà celle de l'Égypte et devrait s'élever à 170 millions en 2050. Une forte pression s'exercera alors sur le gouvernement pour qu'il intensifie l'exploitation des eaux du Nil. Nous subissons des sécheresses intermittentes dans une grande partie du pays. Avec les moyens nécessaires, nous pourrions stocker de l'eau, irriguer nos terres et nourrir la population. Le lac Tana est la source principale du Nil bleu. Il est resté en l'état depuis des siècles. Les eaux du Nil sont partagées entre l'Égypte et le Soudan. Alors que le pays qui génère 85% des eaux du Nil à Aswan n'en reçoit pas le moindre litre. Ce n'est pas évident, pas équitable, et cette situation ne peut pas durer. Nous voulons utiliser une partie de cette eau pour l'irrigation. D'après nos conseillers juridiques, le traité ne nous empêche pas de le faire. Si un jour nous en avons les moyens, nous le ferons. Nous construisons déjà plusieurs barrages sur le bassin du Nil. Et nous continuerons. Avec, je l'espère, la compréhension et le soutien des pays situés en aval. Il y va de notre survie et nous devons protéger nos intérêts. Au cœur du rude plateau éthiopien se construit un barrage qui modifiera radicalement le régime actuel du Nil. Depuis des milliers d'années, le Tekeze, affluent de l'Atbara, y creuse de profondes gorges, sans aucune intervention humaine. Mais plus pour très longtemps. Avec l'aide de la Chine, l'Éthiopie construit le plus haut barrage d'Afrique. Une muraille de béton de près de 200 mètres de haut est en construction. C'est aussi haut que l'endroit où je me trouve. Ce barrage retiendra environ 4 milliards de mètres cubes d'eau. Les aménagements de ce type viendront sans cesse changer la donne des stratégies politiques autour de l'avenir du Nil. Les rapports de pouvoir vont commencer à basculer en faveur des pays situés en amont du fleuve. Ce changement à l'échelle mondiale sera de la plus haute importance historique. Les pays où coule l'autre affluent principal du fleuve, le Nil blanc, ont eux aussi de grands projets. Sans tenir compte des avertissements de l'Égypte, la Tanzanie pompe de l'eau dans le lac Victoria. Le Kenya envisage quant à lui de détourner l'eau des rivières alimentant le lac Victoria vers les terres arides de l'est du pays.
La vallée du Nil a été le théâtre de guerres civiles ces dernières décennies. Nombreux sont ceux qui craignent que les tensions liées à l'exploitation du fleuve ne dégénèrent en conflits internationaux. Mais le Nil n'est pas le seul endroit où la lutte pour le droit à l'eau sera intense. D'après l'ONU, un quart de la population mondiale vit dans un pays souffrant de graves pénuries d'eau. Et la moitié vit dans un bassin fluvial transfrontalier. Il existe heureusement d'intéressantes exceptions à cette situation. En Norvège, on trouve de l'eau partout. 6 des 13 plus longues chutes d'eau appartiennent à ce pays. Et plus de 3000 bassins fluviaux sont pratiquement à 100% sur le territoire norvégien. L'eau y abonde toute l'année. Les choix effectués par la Norvège s'expliquent par sa situation privilégiée. Ici, les conflits liés à l'eau sont tout autres. En jeu, des valeurs et des attitudes divergentes concernant la nature. Ce petit État est le 6e producteur d'hydroélectricité. Mais l'ère du développement public de cette énergie est révolue. 400 cours d'eau sont désormais protégés de la construction de barrages à grande échelle. Dans le contexte international, cette décision paraît étonnante. La Norvège dispose d'une chose qui se fait rare dans le reste du monde. Des cours d'eau modelés uniquement par la nature.